Merci de l'invitation. Ariel, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. C'est aussi un honneur. Vous nous donnez du sens, vous nous donnez du courage. Je tiens à remercier donc la famille IRP, mais aussi la famille du centre de référence et de l'Institut des neurosciences de Montpellier. J'ai eu le privilège de rejoindre cette équipe déjà depuis 15 ans. Donc c'est aussi un peu un anniversaire, un peu plus peut-être même que 15 ans. Béatrice connaît mieux les dates que moi. Comme vous dites, j'ai la super généticienne. Et puis j'ai aussi une chercheuse, Vicky Caladzis, qui coordonne l'équipe Vision et qui est toujours à l'écoute, qui est dans cette relation activité clinique, activité de recherche, et où on échange sur que faut-il faire, quelle stratégie. Et c'est elle qui a développé, et qui a quand même été déjà un peu une pionnière, les processus d'études cellulaires. Quand je suis arrivée donc au début, il y a 15 ans, je n'aime pas compter les années, hein. Alors Serge a toujours des cheveux, ils sont peut-être un peu moins... Donc, quand je suis arrivée en 2007, à peu près, on était dans une stratégie de diagnostic clinique. Il y avait quelques recherches génétiques. Christian avait initié un protocole de recherche. Ce n'était pas du diagnostic, c'était de la recherche sur les rétinites pigmentaires dominantes, puisqu'il y avait toute la problématique de l'encadrement du projet parental. On testait 18 gènes. Et aujourd'hui, en 15 ans, vous allez voir le chemin parcouru. Oui, on voudrait que les essais thérapeutiques soient très en avance, mais en tout cas, on a beaucoup avancé. Alors, quel est le dénominateur commun de ces dystrophies rétiniennes? Elles ciblent préférentiellement un couple indéfectible qui est le couple épithélium pigmentaire, qui est une structure pigmentée du fond d'œil qui va chouchouter, permettre aux photorécepteurs d'être dans l'excellence de la vision. C'est ce couple-là qui nous permet de capter le signal visuel. Et puis ce signal, une fois qu'il est capté par les photorécepteurs, qui ont des articles externes, qui sont sensibles à la lumière, va être transmis à une deuxième cellule, la cellule bipolaire qui va traiter l'information visuelle et le transmettre à un troisième neurone qui est la cellule ganglionnaire. Et ces cellules ganglionnaires vont quitter l'œil pour aller vers le cerveau en formant ce qu'on appelle le nerf optique. En entrée, on a 106 à peu près millions de photorécepteurs, principalement des bâtonnets. En sortie, on a 1 million de fibres. Ce qui prouve bien qu'il y a eu une double intégration du signal, interprétation du signal par ces structures. Les dystrophies rétiniennes héréditaires sur lesquelles nous travaillons, ce dénominateur commun, c'est la perte du couple photorécepteur épithélium pigmentaire. Ça peut débuter par une atteinte du photorécepteur, mais ça peut débuter aussi par une atteinte de l'épithélium pigmentaire. Il y a des gènes spécifiques à cet épithélium pigmentaire. Mais globalement, dans tous les cas, c'est ce couple-là qui va être altéré. Pour quelle raison on a une atteinte que de ce couple, potentiellement, quand on a une maladie génétique, alors que notre ADN est commun à toutes nos cellules? Pour être une cellule visuelle, j'ai besoin de capter la lumière. Pour être un épithélium pigmentaire, j'ai besoin de dégrader les articles externes, le capteur du photorécepteur. Donc j'ai besoin d'aller chercher dans mon patrimoine génétique ce qui code ces protéines si utiles à ma fonction visuelle. Je me fiche un peu d'aller chercher dans mon ADN ce qui va être utile pour la cellule hépatique pour aller dégrader ce que nous mangeons. Donc même si nous avons un ADN constant dans toutes nos cellules, chaque cellule, pour sa spécificité, va aller chercher des codages pour des protéines spécifiques. Ensuite, il y a différents stades. On parle de stades de ces pathologies où la perte des photorécepteurs est régulière et lente. Le ressenti du patient est différent puisqu'il va plutôt avoir l'impression de dégradation en fonction du champ visuel, donc plutôt une évolution par palier. Ces photorécepteurs peuvent être présents, donc l'approche thérapeutique sera différente. Ils peuvent être endormis, fantômes, et dans ce cas-là, ils pourront être recrutés à nouveau pour pouvoir développer des articles externes. Et puis ensuite, ils peuvent être perdus. Et dans ce cas-là, c'est une supplémentation cellulaire ou une substitution de la transmission du signal qui devra être proposée. Qu'on le veuille ou non,
il y a eu une révolution et une étape essentielle, c'est depuis à peu près 2019, il y a des techniques de séquençage, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut arriver au diagnostic génétique. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change à ma pathologie ? Ça change déjà pour vous dire, est-ce qu'il y a un risque de transmission à vos enfants ? Initialement, dans les formes cas isolés, on disait qu'il n'y a pas de risque de transmission. Quand il s'agit d'un garçon, il y a quand même à peu près 8% de risque de transmission, parce que même si ça paraît isolé, on peut avoir des mutations qui apparaissent chez cet individu, mutation de gènes dominants, et donc un risque de transmission, et ou une transmission liée à l'X qui sera passée inaperçue, parce que par maillage féminin, on n'avait pas d'autres garçons, et des fratries peut-être plus réduites. Donc cette étape, elle est essentielle, d'arriver à cette caractérisation génétique. Globalement, cette preuve génétique, elle est encore perfectible, puisque le génome, on est à peu près à 85% de résultats positifs. Quand j'ai des variants identifiés, ça veut dire que je peux avoir une approche spécifique pour le gène ou spécifique pour la mutation dans ce gène. Quand le variant n'est pas identifié, quand le gène responsable n'est pas identifié, ça veut dire que je vais être dans une approche aspécifique. Je vais ralentir la perte visuelle, je vais protéger ma vision centrale, mais de façon aspécifique. Cette preuve génétique, elle est quand même, et elle reste très importante sur le mode de transmission, qui est souvent aussi pour le patient, est-ce que je peux transmettre ou pas ? Donc ce mode de transmission, on va le voir, conditionne aussi les approches thérapeutiques. Les outils de traitement ne sont pas les mêmes quand j'ai une maladie récessive que quand j'ai une maladie dominante. Et puis, les choses ne sont pas toujours très simples. Un même gène peut donner des transmissions dominantes ou des transmissions récessives. Certains gènes d'amorose congénitale de Leber vont donner des amoroses congénitales lorsque les deux copies sont altérées. Et pour ces mêmes gènes, on peut avoir des transmissions dominantes avec des pathologies d'apparition plus tardives. Pourquoi le mode de transmission va conditionner l'approche du traitement ? Dans une maladie récessive, pour rappel, le sujet atteint a les deux copies du gène qui sont altérées. Globalement, pour faire simple, il ne peut pas produire la protéine, d'où le dysfonctionnement. Voilà. Les parents et les enfants d'un sujet atteint ont une seule copie altérée et avec 50% de la protéine, l'autre copie, celle qui n'a pas de variation, ils ne développent pas la pathologie. Ça veut donc dire que chez cet individu atteint, si je lui apporte une copie du gène, je vais pouvoir apporter un fonctionnement correct des cellules toujours présentes. J'apporte une copie, je le rends comme ses parents, je le rends comme ses enfants dans un secteur rétinien traité où j'ai permis à la cellule d'avoir enfin le codage de la protéine comme il faut. Dans les maladies dominantes, le sujet atteint a une seule copie altérée et une copie préservée, et avec une seule copie altérée, il fait cependant la pathologie. Donc le mécanisme est différent. C'est pas je n'ai pas de protéine, c'est globalement la protéine que je produis qui est mutée dans la majorité des cas a un effet toxique. On parle d'effet dominant négatif. Et si je propose une thérapie génique dans ce contexte, je vais apporter une copie correcte additionnelle qui pourra être utilisée encore plus par la protéine mutée pour être toxique. Donc dans les pathologies dominantes, jusqu'à encore récemment, les thérapies géniques n'étaient pas indiquées globalement dans la plupart des cas et pouvaient être délétères. Donc il n'y avait pas de traitement pour les pathologies de transmission dominante. Dans les maladies liées à l'X, les hommes développent la pathologie, ils n'ont pas de deuxième X, ils ont ce fameux Y. Les femmes ne développent pas la pathologie dans la majorité des cas parce qu'elles ont ce deuxième X. Donc dans cette transmission liée à l'X, à nouveau, la thérapie génique, apporter un deuxième X dans un territoire rétinien a du sens pour permettre à ces cellules toujours présentes de pouvoir fonctionner. Ensuite, au-delà du mode de transmission, il y a un intérêt à classifier la pathologie. Lorsque j'ai une atteinte type rétinite pigmentaire, on sait que le centre est fait pour résister. J'ai une acuité visuelle,
j'ai 10 dixièmes, mais je suis très handicapée par la réduction du champ visuel, qui sera dans les phases initiales de la pathologie. Donc si j'ai un traitement qui, au centre de ma rétine, va permettre d'apporter la copie manquante ou de corriger la copie altérée pour qu'elle ne soit plus toxique, je vais pouvoir préserver le centre. À l'inverse, si j'ai une atteinte de ma vision centrale, inaugurale, dans le cas d'une pathologie, maladie des cônes, maculopathie, l'objectif du traitement, dans un premier temps, sera de dire, y a-t-il un risque pour la périphérie rétinienne? S'il y a un risque, je peux proposer dans ce cas-là pour les maladies liées à l'X ou pour les maladies récessives une thérapie génique pour aller protéger les cellules périphériques dans le secteur traité. Mais si je veux restituer ma vision centrale, là, il faudra probablement apporter de nouvelles cellules. Donc, en fonction du mode de transmission, j'ai différents outils. Et en fonction d'une atteinte centrale ou périphérique, la stratégie du bénéfice de la thérapie sera différente. L'idéal, c'est les thérapies cellulaires. C'est l'objectif final que nous aurons tous, c'est de restituer dans une zone traitée une capacité visuelle. Cette thérapie cellulaire, elle sera incontournable pour les maculopathies, pour réhabiliter la vision. Alors, pour quelles raisons, finalement, ces cellules de l'épée et le photorécepteur périphérique, les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire sont perdus? Nous n'avons pas, dans notre rétine humaine, dès la naissance, une capacité à renouveler l'épithélium pigmentaire et nous n'avons pas de capacité à renouveler nos neurones. Ces capacités sont totalement figées. Donc l'alternative, et ça a été la révolution des cellules souches dites pluripotentes, où à partir d'une biopsie cutanée, je peux générer des cellules qui ont toutes les capacités. Elles peuvent devenir cellules hépatiques, cellules pulmonaires, cellules visuelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers des cellules visuelles, toujours notre fameux couple, épithélium pigmentaire, photorécepteur. L'avantage, c'est qu'a priori, j'ai une autogreffe. Je pars des cellules du patient. Donc la tolérance va être certaine. Il y a eu aussi des approches à partir de cellules embryonnaires, mais là, c'est des cellules, elles sont d'emblée guéries, elles sont fonctionnelles, elles n'ont pas d'altération d'une copie pour un gène visuel, mais ces cellules ne sont pas les miennes. Donc ces IPS et ces organes rétiniens sont révolutionnaires. Ça nous permet de modéliser sur des cellules humaines, pas sur une souris, pas sur un animal, le mécanisme de la maladie. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les voies métaboliques impactées. Oui, il y a un dénominateur commun pour toutes ces pathologies. Je perds mon photorécepteur, il y a une apoptose où je perds mon épithélium pigmentaire. C'est donc ouvrir des portes pour des approches purement pharmacologiques. Ça permet aussi, dans une étape, de comprendre les différentes atteintes cliniques. J'ai un frère, une sœur, ils ont tous les deux un variant dans le gène CRX. Lui a une maculopathie, elle n'a rien. Pourquoi? C'est le même variant, elle a la même mutation, ils ont au moins un patrimoine génétique assez concordant entre les deux, et ça permet de modéliser sur ces cellules la différence de comportement, quelles sont mes voies métaboliques impactées, qu'est-ce qui est produit, pas produit, comment est la protéine, quels sont les transcrits possibles. Et ça permet d'avoir un modèle humain, cellulaire, direct pour évaluer les traitements. Ma thérapie génique fonctionne, je restitue la fonction de mon photorécepteur et puis je ne déclenche pas autre chose. Et puis ça permet d'avoir ces études de correction des variants que nous allons évoquer après. Donc la thérapie génique, elle est développée, il y en a une qui a été validée, c'est le Luxturna pour un gène particulier RPE65. On a vu qu'elle s'appliquait aux maladies récessives et aux maladies liées à l'X. Le principe, c'est apporter une copie, la copie correcte de la molécule qui est indispensable. Il y a eu des tentatives pour des gènes longs, MYO7A, ABCA4, et le porteur pour amener cette copie d'ADN dans la cellule, parce qu'hors de la cellule, elle va être considérée comme une protéine et dégradée, c'est un déchet. Dans la cellule, c'est une structure noble que je dois traduire. Et pour la porter à l'intérieur de la cellule, quand le gène est long, je prends ce qu'on appelle un antivirus, qui ont été des gènes, des transporteurs viraux,
atténuées bien évidemment, qui ont induit des inflammations importantes, d'où l'arrêt de ces thérapies. Mais aujourd'hui, quelle est la stratégie pour ces gènes longs? C'est de dire les adénovirus qui ont été utilisés pour transporter des petits gènes n'induisent pas autant une inflammation et globalement sont très bien tolérés. Eh bien, si on inventait le transport par découpage du gros gène pour que la cellule reçoive par des adénovirus bien tolérés la partie 1, la partie 2 de la protéine très longue et qu'elle reconstruise comme il faut dans la cellule, finalement, ces gros gènes comme ABCA4, μ7a. Rappelons que dans la thérapie génique, il faut qu'il y ait des cellules. Je cite des cellules qui sont en souffrance, mais elles doivent être là. Donc on est à un stade où au centre, j'ai toujours des cellules, et dans les maculopathies, ou en périphérie, j'ai toujours des cellules, mais où j'ai une menace quant à la pathologie de sa progression vers la périphérie. Ce qui est hallucinant, c'est que pour ces thérapies, on va créer un décollement de rétine volontaire. Nous, on se bat en tant que chirurgiens pour ceux qui opèrent pour réappliquer la rétine. Là, on va volontairement soulever une rétine, injecter sous la rétine le vecteur qui porte la copie pour qu'il puisse aller pénétrer dans les cellules cibles, épithélium pigmentaire, photorécepteurs. Et il y a une tolérance. Ça a été démontré. C'est-à-dire que les thérapies géniques précédentes, elles montrent qu'il y a une tolérance. On n'induit pas une baisse d'acuité visuelle brutale qu'on pourrait avoir comme quand quelqu'un fait un décollement de rétine et qu'il va se réappliquer et pas récupérer. Après, à distance, sur le recul, il peut y avoir des zones un peu cicatricielles, mais qui ne sont pas dans la zone la plus centrale, qui sont plutôt périphériques. La grande problématique de la thérapie génique, c'est comment évaluer la réponse au traitement. La pathologie est d'évolution lente, elle n'est jamais perçue comme lente pour le patient, mais nous avons des difficultés à évaluer à 2 ans, ce qui est souvent demandé par les laboratoires qui encadrent ces thérapies, d'avoir une réponse en disant là c'est indiscutable, pour plusieurs raisons. 1, on n'a pas 6000 patients dans le monde, donc les études statistiques de réponse au traitement ne seront pas les mêmes, que quand on a une difficulté dans sa vision, faire un champ visuel n'est pas simple, faire une micropérimétrie n'est pas simple, et vous avez tous noté que certains jours, quand vous alliez chez l'ophtalmologiste, votre vision pouvait être un petit peu diminuée, et puis 10 jours après, être un peu mieux, en fonction de votre état de fatigue, en fonction de beaucoup de facteurs. Donc on est un petit peu dans une obligation, nous cliniciens et en parallèle chercheurs, à avoir une approche sur l'évaluation de la réponse du traitement. Et néanmoins, qu'est-ce qu'on apprend de la choroïdérémie, où il y a eu un essai de thérapie génique qui a été arrêté parce que justement, il faudra probablement suivre au moins 5 à 10 ans les patients. Il y a de nouveaux essais, c'est-à-dire on essaye de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer. Et par exemple, le professeur McLaren a relancé un nouvel essai clinique pour la choroïdérémie en se disant j'ai la garantie de la sûreté du produit sur les précédents patients traités. Je vais proposer un traitement à une phase beaucoup plus précoce, à une phase où le champ visuel est plus facile à faire, plus facile donc à interpréter quand on sait une évolution, et la micropérimétrie qui teste vraiment la région centrale sera plus efficace. Il faut oser, mais dans ces maladies rares, il y a cette nécessité d'être innovant quant à l'évaluation de nos critères. Et puis il faut admettre qu'il s'agit de maladies rares, c'est-à-dire que les autorités sanitaires, elles doivent comprendre qu'on ne peut pas comme ça lancer des essais cliniques sur 1000 patients. Ce n'est pas possible. Sur ces pathologies rares, le poids statistique de la réponse sera beaucoup plus faible. Stargardt, ABCA4, il y a eu des arrêts de la thérapie génique, mais on évolue en faisant cette approche où on va fragmenter ces gènes longs. Globalement, pour la choroïdérémie, parce qu'il y a eu des essais cliniques précédents, ils vont inclure des enfants à des stades plus précoces. C'est un essai clinique avec peu de patients, mais qui a cette pertinence. Et puis, pour les RP liés à l'X, il y a eu un arrêt de la thérapie, mais il y a un nouveau projet, Janssen et Janssen, donc il ne faut jamais lâcher. Une deuxième révolution, enfin applicable aux maladies dominantes, mais qui s'applique aussi aux maladies récessives et aux maladies liées à l'X, c'est la correction des variants pathogènes. Donc tous les modes de transmission peuvent être appliqués dans cette approche.
Là, l'objectif, ce n'est pas vous apporter la protéine dans son intégralité, dans son codage. L'objectif, c'est d'aller cibler une de vos copies altérées, ou les deux, pour aller les corriger. Donc, c'est des techniques qui dérivent pour la première des ARN interférents. Je crois que c'est un prix Nobel d'il y a 5 ans. Donc, ça ne peut pas être d'emblée appliqué à des essais cliniques, mais ça a été une ouverture. Et pourtant, pour cette technique de leurre qui permet soit de faire sauter un exon, soit de restituer une protéine, vous avez eu un essai clinique sur UH2A pour des mutations dans l'exon 13. Et le deuxième système qui est apparu il y a 2-3 ans maintenant, c'est le système CRISPR-Cas9. Donc il y a 5 ans, nous n'avons rien pour les pathologies dominantes et aujourd'hui, il y a 2 stratégies de correction des fautes d'orthographe. Et ça s'applique à toutes les pathologies potentiellement. Donc ces oligonucléotides antisens, ça dérive des ARN interférents. Il y a eu un essai clinique, 3 patients à Montpellier ont été traités. Ce sont des injections à l'intérieur du vitré et qui ciblaient, vous voyez, 2 mutations dans l'exon 13 qui représentent à peu près 20% des patients UH2A. Ça veut dire que 20% de ces patients seront éligibles par cette approche. Comme je vous l'ai dit, aller corriger une faute d'orthographe, c'est plus toute la cohorte de patients qui a une mutation dans UH2A qui peut être traitée. C'est aller traiter spécifiquement certaines mutations. Et c'est la force de la thérapie génique. Vous vous affranchissez de la mutation, vous allez apporter la copie. Mais on a vu qu'elle ne s'appliquait qu'aux maladies récessives, aux maladies liées à l'X. Là, ce sont des injections, cette fois-ci dans le vitré, qui permettent d'aller corriger et de rendre fonctionnel, sur la période d'effet de cette injection, la protéine. Et sur ces premiers essais cliniques, qui étaient très encourageants, et les 3 patients traités à Montpellier ont vraiment eu un gain de lettres, ce qui est assez pharaonique sur une pathologie dégénérative. L'objectif était plutôt de stabiliser l'acuité visuelle. Et si on stabilise les patients à 5/10 avec un champ visuel central à 40 degrés, tout le monde considère que c'est une révolution. Donc chez ces patients-là, il y avait une amélioration de la micropérimétrie, du champ visuel, et pourtant l'essai clinique a été arrêté, puisqu'on leur redemandait à nouveau une étude, mais cette molécule, enfin le brevet, a été racheté par Théa, et il y aura donc une reprise des essais cliniques pour UH2A. Il proposait aussi cette technique pour CEP290, qui est un gène de RP sévère. La deuxième révolution pour aller corriger ces fautes d'orthographe, ce sont les ciseaux un petit peu de l'ADN, c'est le système CRISPR-Cas9, donc c'est un prix Nobel plus récent. C'est une grosse machinerie qu'ont les bactéries qui permet d'aller cibler dans une région particulière en ayant en fait un codage de la reconnaissance de la zone que vous voulez aller couper, bien évidemment, il ne faut pas se tromper, et ça permet d'induire des phénomènes de réparation de votre zone que vous voulez traiter avec différents types de modes de réparation qui sont physiologiques. On va en privilégier l'un ou l'autre et on peut même potentiellement réinclure un fragment correct. Donc, en parallèle, les outils qu'on a cellulaires, ça c'est un travail de Vicky Kaladis, donc à l'INM, elle l'utilise sur des modèles cellulaires. Est-ce que ce que j'ai fait et le design de ce système CRISPR-Cas9 fonctionne? Est-ce qu'il va au bon endroit? Est-ce qu'il me permet de corriger? Et elle peut même affiner les choses en disant, quand je code mon système CRISPR-Cas9 avec cette reconnaissance-là, j'ai une meilleure réponse que quand je prends quelque chose qui semble à peu près semblable. Donc on peut optimiser la spécificité et le rendement de ces corrections de fautes d'orthographe. Ça, c'est notre nouvelle révolution. Ensuite, j'aborderai juste l'optogénétique, mais elle vous sera détaillée par des collègues. Donc l'optogénétique, c'est rendre sensible. On a vu qu'on avait ce couple épithélium pigmentaire photorécepteur. Donc à des stades où ce couple-là est vraiment très en souffrance, on peut dire on va le court-circuiter. On va rendre sensible à la lumière soit ma cellule bipolaire, soit ma cellule ganglionnaire. Et c'est des techniques, à nouveau, où par thérapie génique, vous allez cibler cette fois-ci soit la cellule bipolaire, mais le plus souvent la cellule ganglionnaire, pour la rendre sensible à la lumière. Donc c'est plutôt des stades où le couple épithélium pigmentaire photorécepteur fonctionne moins bien. Et l'avantage, c'est peu importe le gène. Vous êtes dans les
20% de patients qui n'ont pas de diagnostic génétique, même à l'ère du génome, je peux vous traiter. Ensuite, vous aurez aussi une présentation sur les facteurs de survie des cônes. Ces facteurs de survie des cônes, l'objectif, c'est de dire le centre souffre. Même si ma mutation n'impacte que les bâtonnets, mes cônes vont souffrir parce que ces cônes ont besoin de l'engrais qui est produit par mes bâtonnets. Si j'ai plus de bâtonnets, j'ai moins d'engrais. Et donc mes cônes dysfonctionnent, alors que la protéine altérée, ils ne l'utilisent pas. L'exemple type, c'est les rétinites pigmentaires liées à des mutations dans le gène de la rhodopsine. La rhodopsine, elle est utilisée uniquement par les bâtonnets. Ce n'est pas l'élément qui va interagir avec la lumière pour les cônes. Les cônes ont d'autres opsines qui permettent d'avoir la vision colorée par ailleurs. Donc là, on s'affranchit aussi du diagnostic génétique. Simplement, c'est par thérapie génique pour apporter ces facteurs de survie. Ça s'applique aux rétinites pigmentaires où la zone centrale résiste et résiste sur plusieurs décennies. Et on est, là encore, au-delà du gène. Donc même des patients pour lesquels on n'a pas de diagnostic génétique pourront être traités. Donc oui, pour moi, il y a indiscutablement une révolution. Parce qu'on a des outils de correction des variants, ça veut dire qu'on peut traiter tous les modes de transmission. Personne n'est abandonné. Et qu'on a des modèles cellulaires. Prendre votre peau, arriver à des organes, des petits bébés rétines, on ne savait pas le faire il y a 10 ans. Donc c'est un outil qui permet de comprendre la maladie. C'est comme ça qu'on propose des essais par statine pour la choroïdérémie. Puis Serge vous présentera aussi des approches où on a compris un peu le dysfonctionnement des cônes. Et c'est un outil pour dire, là, je peux prouver que ça marche. Je peux prouver que sur mes cellules visuelles que j'ai obtenues à partir de la peau du patient, que j'ai corrigé, que ces cellules fonctionnent, que je n'ai pas d'autres effets délétères. Et donc, c'est un outil d'évaluation de la réponse au traitement. Ça veut dire qu'on peut s'affranchir quand même de modèles animaux qui seront utilisés pour étudier la toxicité, la tolérance, mais pas pour, globalement, la preuve de concept. Donc oui, il y a de l'espoir. Et puis, quand on est en famille, quand il y a des jolis bouquets, c'est quand même important. C'est une belle aventure ensemble. Et ça nous permet tous de dire, on continue à enfoncer les portes. C'est le côté déraisonnable d'Ariel que nous aimons tous. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Est-ce que vous voulez poser ou on continue? Oui, une question peut-être? Essayez de poser des questions générales, pas trop personnelles. Après, il y a vraiment la table ronde de cet après-midi où on sera vraiment dans ces réponses et c'est vous qui gérerez la discussion, les questions et on sera là pour essayer de ne pas vous répondre en chinois, essayer de ne pas trop se protéger, pas de notre jargon, donc il faudra nous titiller. Oui, bonjour. Alors, je me présente Madame Deshabreux. Je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire. Moi, je tenais à parler aussi parce que je fais divers tests génétiques dont l'importance de faire. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver ma mutation de gène. Voilà. Oui, alors ça dit qu'il y a quand même des approches indépendantes du gène, et ça c'est quand même des outils indispensables. Après, est-ce que vous avez eu le génome? Parce qu'on a des panels. Ces panels, il y a à peu près, c'est des panels de 200 à 300 gènes, ça dépend un petit peu des équipes. Ces panels, ils vont surtout étudier les parties codantes des protéines, ce qu'on appelle les exons, les briques de la protéine. Le génome, ça va aller aussi analyser dans les zones interbriques, qui ne sont pas tellement connues, pas tellement utilisées. Donc, aujourd'hui, il faut aller jusqu'au génome, potentiellement. Ça suppose qu'un apparenté, au moins, puisse être impliqué dans la recherche, parce que lire un génome, on se perd, c'est des informations pharaoniques. Donc pour pouvoir filtrer, on a besoin d'apparentés. Ce n'est pas qu'on a peur pour vous apparenter, il ne faut pas qu'ils s'angoissent en participant, mais c'est vraiment pour permettre une lecture plus rapide de toutes les informations du génome. Et ce génome, là encore, il est diagnostique actuellement, c'est le plan France Génomique 2025, c'est aussi une révolution. Il est à visée diagnostique,
Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas relu ultérieurement, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un mélange de patients négatifs pour dire peut-être qu'on va découvrir un nouveau gène. Parce que, comme le disait Ariel, dans les années 70, on avait besoin pratiquement que de nos deux mains pour identifier les gènes connus pour être indispensables à la cellule visuelle. Aujourd'hui, on en connaît 300. Dans 10 ans, on en connaîtra peut-être 350. Donc, c'est vraiment cette obligation de se dire, c'est pas parce que c'est négatif que j'ai pas une rétinite pigmentaire, que c'est pas génétique. Non, c'est génétique. Mais simplement, on n'a pas encore démasqué le gène responsable. Mais vous avez vu que dans ces espoirs, il y a la possibilité de s'affranchir de cet échec-là. Oui, voilà. Je pense qu'on aura beaucoup de réponses sur le génome tout à l'heure, sur les tests génétiques avec Béatrice. Donc on va peut-être continuer. Juste dire une chose importante, que je demande, qu'il est très important à tous les patients de faire des tests génétiques pour avancer pour la recherche et pour les chercheurs. Merci. Oui, c'est sûr que c'est très important parce que ça vous permet de rentrer aussi dans les essais cliniques. Parce que quand il y a un essai clinique sur un gène, ben c'est vrai qu'à ce moment-là, si vous avez été diagnostiqué, ben éventuellement, on peut vous proposer de rentrer dans l'essai clinique. Et c'est pour ça que c'est important. On va peut-être donner la parole à Vicky, mais si tu veux, en attendant, oui, tu peux poser ta question. J'avais une petite question parce que vous parliez de corriger le gène. Je parle plutôt des pathologies liées à l'X. Et vous disiez que c'était plutôt les hommes qui étaient touchés. Et je voulais savoir ce qui se passe dans le cas d'une trisomie 21, parce que c'est quand même différent. Ça va être XY, X, je ne sais plus, ou XXY. Enfin, et je voulais savoir comment ça, si ça avait été traité ou pas. Oula, Isabelle. Alors, dans le lié à l'X, l'idée, c'est de vous rendre femme sur votre rétine là où elle est traitée. Globalement, ça vous apporte la copie que vous n'avez pas sur le Y, donc vous pouvez compenser. Pour les trisomies, c'est souvent quand même soit des réarrangements. Je vais passer la parole à la généticienne. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a une phase développementale. Donc, vous traitez après, qu'est-ce qu'on a ? Donc ça veut dire dépister globalement, parce que vous ne pouvez pas revenir sur un développement qui a été déjà enclenché. Et on ne peut pas, en fait, une trisomie, c'est un chromosome supplémentaire. Donc en fait, on ne peut pas enlever ce chromosome des cellules. Il faudrait s'imaginer l'enlever de toutes les cellules. L'enlever, ça ne changera pas malheureusement ce qui a été développemental. Donc non, ça reste du dépistage, oui. On va donner la parole à Vicky qui va justement nous expliquer en fait tous les organoïdes, tout ce dont nous a parlé Isabelle sur ces petites